planifiez mieux avec le balado Le Planif. Ça y est, nouvelle version du balado Le Planif. Alors, bienvenue, merci d'être à ce rendez-vous. Vous m'entendez présentement peut-être via l'application Apple Podcast ou encore Spotify. Ça peut être Amazon Music, mais si vous voulez voir, alors il faut se rendre chez YouTube. Du côté de YouTube, le balado Le Planif a maintenant une chaîne. Nouvelle édition, nouvelle saison et un invité de marque pour commencer. C'est Pierre-Yves McSween qui va nous parler de sa carrière à la radio, de ses liens avec Paul Arcand qui a agi avec lui un peu comme un mentor, mais surtout cette espèce de fin en queue de poisson de sa carrière avec 98.5. Mais vous allez aussi, surtout, voir son nouveau projet. Il va nous montrer son nouveau livre qui s'adresse à un public beaucoup plus jeune qu'à l'habitude. Nous aurons le plaisir aussi d'entendre la question du beau-frère, mais surtout la réponse de Pierre-Yves McSween. La question du beau-frère, vous savez, il est toujours un petit peu dans le champ gauche. Le beau-frère se demande si c'est bon d'avoir des dettes. Selon lui, les dettes font une pression qui peut être positive. On veut se dépasser, gagner de plus gros revenus, avoir de l'ambition. Alors, cette pression est-elle saine ou malsaine? Pierre-Yves va nous répondre à cette question du beau-frère. Et comme d'habitude, on a aussi l'origine. Oui, la capsule Origine avec Isabelle Junot retrace l'histoire des robots conseillers. Dans le monde dynamique de la finance, l'arrivée des robots conseillers a marqué un tournant historique. Mais comment ces outils révolutionnaires ont-ils vu le jour? Remontons à l'origine de cette innovation. Au début des années 2000, alors qu'Internet commençait à se démocratiser, l'idée de numériser le conseil financier prenait forme. John Stein a fondé Betterment en 2008 avec l'idée de rendre l'investissement plus accessible. Il était motivé par son propre besoin d'une solution d'investissement simpliste. Stein a raconté qu'il avait conçu Betterment pour répondre à ses propres frustrations d'investisseurs recherchant un service efficace et sans effort. Betterment, comme bien d'autres, utilise des algorithmes pour élaborer des portefeuilles basés sur des théories d'investissement reconnues, comme celle du portefeuille efficient de Harry Markowitz. L'algorithme prend en compte divers facteurs tels que l'âge, les objectifs financiers et la tolérance au risque pour personnaliser les recommandations. Le cœur technologique de la nouvelle génération de robots conseillers américains repose sur des algorithmes complexes qui s'appuient sur des principes de la finance comportementale et des modèles statistiques pour optimiser les allocations d'actifs. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique jouent un rôle crucial, permettant aux robots d'analyser des quantités massives de données pour prédire les tendances du marché et ajuster les portefeuilles en conséquence. Le premier robot conseiller canadien fut WealthBar, lancé en 2013 par T. & Chris Nicola et Neville Jones. Ce service de gestion de patrimoine en ligne a été créé pour offrir des conseils financiers personnalisés et des plans de gestion de patrimoine automatisés à frais réduits. En 2020, WealthBar a été rebaptisé CI Direct après son acquisition par la financière CI, une des plus grandes sociétés de gestion d'investissement au Canada. Statistiquement parlant, les robots conseillers ont connu une croissance fulgurante. En 2024, ils géraient déjà plus de 740 milliards de dollars d'actifs à l'échelle mondiale. Dans un article paru en janvier 2024, Morningstar soulevait un autre point de vue. Selon Amy Arnott, stratège de portefeuille chez Morningstar Research Services, au cours des 10 dernières années, seul un très petit pourcentage d'investisseurs souhaitent faire affaire avec un robot conseiller. Lorsqu'ils prennent des décisions importantes concernant leur argent, les gens veulent interagir avec un humain. C'est pourquoi les robots conseillers n'ont conquis qu'une toute petite part du marché. 740 milliards de dollars d'actifs sur un marché de détail total de 31,4 billions de dollars, ça ne représente que 2,3 %. La demande pour le conseil par des humains en chair et en os n'a pas faibli. Elle a même augmenté depuis 2022. On inaugure le studio du balado Le Planif et pour l'inaugurer, Pierre-Yves McSween est là, live. Salut Oui, Pierre-Yves. salut. Hey, merci. Ça fait plaisir d'être là.
Oui, ben moi aussi, je suis content aussi, puis d'autant plus que j'ai vu les épisodes du podcast vidéo aussi. Oui. Wow! C'est un succès fulgurant qui est terminé. Hein? Ça a commencé sur des chapeaux de roue, ça a été excellent, ça a été une belle expérience, mais ça appartient à mon ancien employeur. Donc, Ouais. je vais devoir revoir comment je vais faire ça. Mais ça a tellement été positif. Les entrepreneurs m'écrivaient, puis je trouve que ce qui était intéressant, c'est, ils regardent, il dit, tu connais ton sujet, mais surtout, tu es intéressé, mais c'est Mhm. positif. Tu sais, des fois, on voit souvent des entrepreneurs trop se vanter ou l'inverse, qu'ils soient trop attaqués. Puis là, on avait dit, garde, c'est comme entre les deux. Ouais. Tu es curieux, tu les laisses parler, mais en même temps, ils sont pas menteurs. Ils disent les côtés obscurs de l'entrepreneuriat. Mhm. On rend pas ça magnifique ou Ouais. magnifié. Donc, on a aimé ça. Mais la plus grande qualité que je peux te donner pour justement le podcast, c'est que tes invités ressortent et on a une nouvelle idée de leur personne. Olivier Primo, par exemple. Les gens, Olivier n'est pas chanceux. Olivier est une personne qui est polarisant parce que son succès a été fulgurant et basé sur l'historique d'un club, hein, disons-le, à ciel Beach ouvert. Club. Et il y a des médias, disons, qui se sont amusés à toujours montrer le côté obscur. Je Mhm. te donne un bon exemple que je trouve, c'est, par exemple, la police. Quand on a une place que des milliers de personnes se déplacent, tu ne contrôles pas qui rentre, qui sort, et tu ne contrôles pas l'achalandage non plus. Donc, Non. c'est normal que les milieux policiers rencontrent des fois des gens dans ces milieux-là qui ne soient pas, disons, désirables de fréquentation, Mhm. comme il y en a au Centre Bell, comme il y en Il y a en dans a les centres partout. commerciaux. Et donc, ça, c'est un exemple. Puis lui, ce qui est bien, c'est qu'il est transparent. Au podcast, il est venu puis il a dit tout ce Tout te passe par la tête. qui s'y passe par Il la était tête. relax, il était quasiment couché sur le sofa. Non, mais il était relax parce que... Non, mais en fait, c'est que moi, j'ai toujours vu les bons côtés et les mauvais côtés de son modèle d'affaires, mais je l'appelle gentiment l'homme sandwich moderne. C'est-à-dire que on se souvient de l'homme sandwich sur les rues. Oui, oui. Et je dis, toi, Olivier, tu as réussi à vendre, Vend sa personne. vendre ta personne. C'est la personne, je pense, que la vie lui coûte le moins cher. Et ce qui met en jeu, c'est son image et non pas tout le temps son argent. Et Ouais. ça, pour vrai, je trouve ça incroyable. Puis je trouve qu'on lui redonne pas assez ce qu'il a créé, c'est-à-dire, il est arrivé dans la bonne période de l'histoire du Québec où on avait un virage de ce qu'était le marketing. Mhm. Moi, j'allais à l'université dans les années 90-2000. C'est particulier aussi dans sa famille où est-ce que tout est splitté à part égale, les frères, le père, puis... C'est comme un espèce de communisme capitaliste, c'est-à-dire que leurs besoins de vie sont faibles, puis ils réussissent à se créer une image, puis un portefeuille familial où tout le monde y trouve son compte. Moi, je trouve ça vraiment même inspirant, l'écouter. Ben oui, c'est Et- unique en tout cas. Il ne s'est pas inspiré d'autres. Non. Ils ont créé leur modèle. Exact. Mais en tout cas, bravo pour cette initiative-là. Ça a été court. Des podcasts. On ne creusera pas la question de ton départ du 98.5 de Cogeco, mais quand même, j'aimerais vraiment que tu me parles de ce que tu en retiens. C'est 9 ans, mais 9 ans qui a transformé ta carrière. J'étais dans les médias avant, mais c'est certain que travailler avec Paul Arcand pendant 9 ans, ça change une vie, on s'entend. Et si on parle de ce que je retiens de ces 9 années-là, la première des choses, c'est que travailler avec Paul Arcand, ça n'a été que du positif. Je veux dire, j'ai eu la chance de travailler avec Paul Oud et Paul Arcand. Paul Oud, il quittait plus tôt, Ouais. mais les deux, c'était des symboles, des modèles pour moi. Puis moi, il y a un côté de ma personnalité qui est très Paul Oud. Et donc, on avait une espèce de confrérie d'excitation de la connaissance. Analytique et la mémoire des nombres. Ah, mes amis m'appellent des fois mini Paul, dans le sens que arrête avec tes données qui servent à rien. Et de l'autre côté, Paul Arcand, les gens ne savent pas, mais c'est probablement dans toute ma vie professionnelle le meilleur coach que j'ai eu parce que j'ai travaillé comme consultant dans le milieu bancaire, financier, j'ai été consultant, j'ai été auditeur externe. J'en ai eu des bons coachs. Là. J'ai eu aussi Geneviève Motard, qui est la présidente de l'Ordre des CPA aujourd'hui. Tu sais, des gens qui ont été des bons modèles pour moi, puis des gens positifs. Mais Paul, lui, quand il y a quelque chose qui dit « Ce matin, tu m'as perdu », il m'appelait, puis « Ah oui, du coaching », mais c'était pas souvent, là. Tu sais, il n'était pas à m'appeler tous les jours. Mais la première semaine où j'ai travaillé là, Peut-être. tous les jours, ça, c'est pas bon, ça, c'est bon. Et c'était tout le temps dans le but qu'on s'améliore. C'est jamais pour m'écraser, jamais pour me faire perdre des opportunités. Ben, comme auditeur, on sent sa modestie, on sent son humilité malgré sa grandeur. Mais je pense que quand ça fait 3 décennies que tu fais ça,
tu réalises que, oui, à un moment donné, tu as des opinions, puis oui, tu peux confronter des gens. Mais il avait trouvé la fine ligne entre être gentil, être direct Et ferme. et ferme, des fois rigolo. Il faut qu'une émission de radio, tu aies une personnalité ouverte. Ben oui. Donc, si je retiens quelque chose, c'est ça. Je regarde le beau, OK. puis les choses moins le fun, comme la fin, tu te dis, ben, ça arrive. Moi, je suis très, très, très rationnel là-dedans. Une business, c'est une business. Si un jour, tu décides, pour les raisons qui t'appartiennent, de mettre fin à un contrat avec un fournisseur de services, ben, tu vis avec les conséquences des deux côtés. Et donc, on a un contrat, on y met un terme, on serre la main, puis c'est terminé. Ouais. Puis pour moi, ça va être ça. Puis je vais aller faire ma vie ailleurs, puis il n'y a pas de problème. Je compare souvent ça à une rupture personnelle, d'une rupture professionnelle. Tu sais, il y a des gens qui se séparent en couple, puis que même une fois les actifs séparés, ils sont incapables de mettre fin à leur relation. Ça se picosse encore. Ça se picasse, mais surtout, ils sont pas capables d'en revenir. Ils sont pas capables de refaire leur vie. Ça sera pas ton cas? Ma vie est déjà refaite. Je veux dire, moi, je me sens comme... je vais ouvrir un peu. Là. On me dit, je suis comme le bachelor. C'est-à-dire, tu sais, la personne qui revient sur le marché des joueurs autonomes et que les premières personnes à l'appeler, ce ne sont pas la famille, les amis, c'est ceux qui sont intéressés à ses services. Donc, moi, je vais pas rester longtemps sans travailler. Puis, je travaille déjà. Puis, tu vois, je sors un livre aujourd'hui. Oui, on va en parler. Donc, je regarde en avant, puis je dis, s'il y a des forces qui travaillent contre moi dans un milieu, je suis peut-être mieux de changer de milieu. Donc, il semble qu'il y a quelqu'un ou des forces qui ont décidé que mon avenir était moins bon dans cette organisation-là. Puis, je vais les remercier pour les belles années. Là tu obliges les gens à faire du décodage, là, mais on va passer par-dessus. C'est la vie, oui, c'est ça. Mais quand même, c'est ça, dans ta carrière, là, si on fait abstraction de Paul Arcand, qui est un monument remarquable, ça a donné un élan différent à ta carrière? Qu'est-ce que c'était, la direction que tu avais? Oui, il faut que je sois honnête. Moi, j'ai étudié en journalisme, oui, c'est vrai. J'ai étudié, je suis comptable aussi. J'avais une carrière professionnelle très épanouie. J'enseignais, j'avais des commandes de Cégep de Joliette? Cégep de l'Assomption. L'Assomption, d'accord. J'avais assigné à HEC aussi. Donc, j'ai eu beaucoup de carrières. Tu sais, quand j'étais plus jeune, je disais toujours à mon père, comment tu as fait pour avoir autant de diversité dans ta vie? Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que j'en avais eu beaucoup, moi aussi, sans m'en rendre compte. Alors, à ce moment-là, c'est sûr que lorsque tu arrives dans une place comme le 98.5, on te met sur un tremplin. Et tu as deux choix. Soit que tu nages dans la piscine, puis que c'est tout ce que tu fais, puis tu es bien heureux dans la piscine jusqu'à temps qu'on te dit que tu ne fais plus partie de la piscine. Ou tu dis, mais quel beau tremplin pour nager dans la piscine, mais d'aller aussi sauter un peu partout dans la vie de la piscine. Et donc, j'en ai profité pour faire des conférences, j'en ai profité pour faire de la vulgarisation, écrire des livres, participer à des émissions de TV. Tu sais, j'ai fait 8 ans de télévision à date. C'est quand même pour moi un monde inattendu. Mais tu vois, tout ça m'a permis de me faire connaître, c'est vrai, et de développer d'autres créneaux. Mais ce que j'ai aimé le plus, là, puis je veux pas que ça fasse comme de la fausse humilité, mais ce que j'aime vraiment, là, c'est ce qui m'est arrivé pendant mes vacances. J'étais à Rawdon. Et j'avais dit aux petits gars des voisins et puis à mes enfants, on s'en va au fast-food. Là, puis je vous invite, là, les voisins, les parents, à rester chez vous, j'amène les kids. Et là, j'arrive au fast-food avec 4-5 petits gars. Puis évidemment, bon, il y a quelqu'un qui reconnaît ma voix. Puis le gars, il vient me voir, il dit, « Hey, il dit, faut que je te dise, grâce à toi, ma vie a changé. » Je dis, mais là, je dis tout le temps à ces gens-là, je dis, c'est pas vrai que ta vie a changé à cause de moi, parce que moi, j'ai pris aucune décision, j'ai rien fait. C'est toi qui prends la décision. Exact. Mais il dit, les chroniques que tu fais, les livres, tout ça, il dit, moi, il dit, je passais d'un gars qui faisait rien avec ça, avec des immeubles à revenus, puis un monde ou une réalité pour ma famille qui est plus la même. Et ça, là, je sais que je suis payé pour faire ma job, mais c'est tellement une belle paye. C'est un peu comme probablement ce qui t'arrive des fois. Il y a quelqu'un que tu prends sous ton aile en planification, en gestion de patrimoine. Puis 20 ans plus tard, il dit, « Hey, Fabien, je vaux 2 millions, 3 millions, puis c'est à cause de... » Tu comprends? C'est un peu la même affaire. Alors ça, là, à chaque fois que les gens me parlent de comme ça, là, par en dedans, là, je suis gêné. Mais d'un autre côté, je dis, ça ne servait pas à rien, ce que je faisais. Non. Tu as transformé la vie des gens. Bien, en fait, j'aime ça, faire de la vulgarisation. Je l'ai fait comme prof à l'université, au cégep, dans des affaires gratuites. Donc, j'aime ça de sentir que ça sert à quelque chose. Parce que quand tu es comptable pour les compagnies cotées en bourse, puis que là, tu es un spécialiste du reporting des instruments financiers dérivés du système bancaire, que tu émets ton rapport annuel avec tout le monde, puis qu'à la fin, tu te dis combien de personnes l'ont vraiment lu?
C'est le fun que quelqu'un te dise « J'ai vraiment lu ce que tu as fait ». Oui, oui. Non, c'est pas pareil, l'univers de la Non. vulgarisation, puis en fait, les états financiers et autres. Là. Et puis, qu'allez-vous faire de tout cet argent? On a eu des contacts, c'est un bouquin que j'ai écrit récemment, et puis, évidemment, on gravite dans l'édition, la vulgarisation, mais c'est évident que le livre que tu as fait, qui pose des questions, qui pose une question, est marquant dans ta carrière. Oui, parce que en fait, ce qui est très drôle là-dedans, c'est que remonter en 2016-15, moi, quand j'ai commencé la radio avec Paul Arcand, ça faisait 3 ans que j'étais à Radio-Canada, avec d'autres monuments, là, Joël Lebigot, Richard Garneau, Michel Coulombe, Francine Grimaldi. Souvent aussi avec Gérald. Avec Gérald Filion, on faisait le club économique. Donc, j'avais tous ces gens-là avec qui je pouvais travailler. C'était incroyable. Et j'avais commencé à mijoter l'idée d'un livre sur les finances personnelles. Mais à cette époque-là, le monde a changé beaucoup en 8 ans, 8-9 ans. Parler d'argent, c'était comme un sujet un peu plate et c'était un sujet qui était délaissé parce qu'il dit il n'y a pas de public pour ça. Quand j'ai écrit le livre, il y a des libraires qui m'ont dit il n'y a pas de volume. Tu sais, les éditions La Presse, c'est pas La Presse, les éditions Les Affaires, Transcontinental, excuse-moi. Chez Transcontinental, il y avait une division de livres d'affaires qui a été fermée à l'époque. Donc, il y avait plus d'appétit. L'éditeur Jean Paré est rendu chez Guy Saint-Jean. Bien, justement, l'éditeur Jean Paré qui est rendu chez Guy Saint-Jean où je suis associé, il y a actionnaire, il y a justement cette volonté-là de remettre ce sujet-là sur la table. Mais avant de rencontrer Jean Paré, moi, j'ai écrit une table des matières. Puis j'ai rencontré certaines personnes. Puis je le sentais pas encore. Est-ce que tu as eu l'idée du titre avant le contenu? Non. Je vais t'expliquer ce qui est arrivé. C'est que dans le fond, le titre, en as-tu vraiment besoin? Enlève-le. J'aurais pu appeler ça « Bien gérer vos finances personnelles ». Puis poser des questions. C'est juste qu'en as-tu vraiment besoin? C'était l'angle. À chaque fois, je prenais un sujet, puis on soulevait la question, mais des fois, c'était pas « Non ». C'était « Ça dépend ce que tu veux ». C'est comme en gestion de portefeuille. Tu as besoin des actions d'Apple, c'est quel genre de portefeuille tu veux. Et donc, puis je vais t'expliquer la vraie histoire. Un matin, je me lève, puis évidemment, Paul avait créé un personnage avec moi. Un personnage un peu... cheap radin, il fantasmait sur les dollars. C'était de... il amplifiait quelque chose. Mais c'était le fun. Puis moi, j'embarquais dans le jeu. Et un jour, j'ai dit, Paul, tout ça n'a pas de sens. Et tout ça va être écrit dans ton livre. En as-tu vraiment besoin? OK. Et je vous jure, cet extrait radio-là doit exister, mais il n'est plus dans les archives parce que ça fait trop longtemps. Il a dit, tout ça va être écrit dans ton livre. En as-tu vraiment besoin? Et là, moi, je venais de parler à des éditeurs. Puis là, j'ai dit, mais tu sais, des fois, le temps s'arrête dans ta tête. Puis tu as l'impression que ça dure longtemps. Mais j'ai dit, c'est ça le titre. Mais je dis, oui, Paul, et tu vas faire ma préface. Et dit, ça va me faire plaisir. On a dit ça en ondes. Alors, j'y ai réécrit après. Puis j'ai dit, Paul, si t'es sérieux, moi, je suis là-dessus. Puis ce titre-là est incroyable. Fait que je réécris un des éditeurs. Puis j'ai dit, hey, en as-tu vraiment besoin? Ouais, c'est une idée à observer. Mais ce matin-là, il y a d'autres éditeurs, dont Jean Paré, qui m'ont entendu. Et Jean Paré, disons qu'il a utilisé ses contacts d'un gars que je connaissais dans le passé pour que je le rencontre. Mais moi, je me dis, Jean Paré, éditeur. Moi, tu sais, dans ma tête à moi... T'es le gars de l'actualité, peut-être? Non, c'est plus Jean Paré, Guy Saint-Jean, éditeur. OK. Puis j'étais plus jeune dans le temps. Je me suis dit, est-ce que c'est un jeune cool? Et là... Et donc, je me dis, Jean Paré, ça doit être un monsieur sur le bord de la retraite qui va venir me dire comment gérer mon édition. Fait que je vais dîner avec lui par courtoisie. Mais là, je tombe à terre. C'était un homme... en shape. Il y a une clavicule cassée parce qu'il vient de se faire emportiérer en vélo. C'est un homme qu'on a passé, lui et Élise Bergeron qui était avec lui. Je pense qu'on a passé un dîner probablement de 4 heures. Et à la fin du dîner, je dis, mais c'est bien cute tout ça, mais j'ai pas écrit un chapitre encore. Il dit, le livre, il est dans ta tête, commence. Il dit, envoie-moi un chapitre d'ici la semaine prochaine. J'en ai envoyé comme 3. Il m'a envoyé le contrat, puis là, c'est parti comme ça. Donc, tout ça est parti d'un préjugé envers le nom d'une personne, d'une maison d'édition, et d'un contact que j'avais de l'université, et d'une joke à la radio. OK. Ça, c'est la genèse du « En as-tu vraiment besoin? » Mais en arrière, le livre existait, mais il y avait l'angle est très important. Comme je te dis, si j'avais appelé ça « Bien gérer vos finances personnelles », j'en aurais vendu 200. Pas sûr. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est évident que là c'est un motto. Là. C'est rendu un slogan. Tout le monde le dit, tout le monde rigole. Et puis... Je peux même pas aller à l'épicerie. Non, j'imagine. C'est quand tu arrives à la caisse, puis là, ils regardent qu'est-ce que tu as sur la tablette roulante. Là. Ils vont dire, toi, as-tu vraiment besoin de ça? Là? Tu te fais niaiser tout le temps. Ben, tu sais, à un moment donné, j'ai dit à madame, je dis,
Oui, parce que je vais à la salle de bain, moi aussi, j'ai besoin de papier de toilette. Puis oui, j'ai besoin de concombres, puis mes enfants, il faut que je les nourrisse. Mais écoute, c'est de bonne guerre. Quand tu as un slogan ou un titre t'a permis de te démarquer, tu peux pas, après ça, être renier. fâché. Non. Donc, c'est sûr qu'il y a encore des gens qui me la font à l'épicerie puis ils pensent être les premiers à me la faire. Mhm. Puis évidemment, quand j'ai perdu mon emploi, il y en a qui ont dit « Pierre-Yves Maxwin, en as-tu vraiment besoin? » Écoute, c'est facile, tu sais. Ouais. C'était correct, c'est correct. C'est pas un OK. scandale, c'est pas grave, tu sais. Non, il y a des choses plus graves que ça dans la Oui. vie. Il y a des choses plus heureuses. C'est Mais drôle, mon parrain disait toujours ça. comment Il y a ça? des choses bien plus graves que ça dans la vie. Oui. Et tu veux une bonne anecdote, quand j'ai appris que, j'ai appris, je le savais, là, mais quand ils ont émis le communiqué de presse, Mhm. j'étais en route vers un souper avec ma marraine, puis mon parrain, puis mon oncle, puis on a beaucoup de problèmes de santé dans ma famille en vieillissant, donc c'est vraiment un moment unique de dire, tu t'en vas avec tes oncles, tes tantes que tu connais plus jeune, puis là, Mhm. on va juste dîner au Pacini de Repentigny. Donc, je débarque au Pacini de Repentigny, je fais 1 heure de route pour y aller, et là, le communiqué de presse sort. Alors, pendant que je vis toutes les conséquences sur mon téléphone, mon ordinateur, j'étais assis avec mes oncles, mes tantes, mes parents, Ding, 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 ding. puis pour eux, la carrière, ça n'a plus de valeur. C'est fini. Je veux dire, ils sont à la retraite, ils pensent, qu'est-ce qu'on mange pour dîner? On discute Va des... au bar à pain. Non, mais oui, mais on discute des choses essentielles. Puis là, c'est là que je me suis dit, hey, l'essentiel après tout ça, là, c'est ça. Ouais. Tu sais, la carrière, c'est un moyen. Ce n'est pas un objectif. Mhm. Donc, ça me tout de suite, là, ça m'a groundé pour dire, on laisse faire ça, on passe un bon temps avec sa famille, puis on gère ça en sortant du restaurant. Mais c'était quand même un moment surréaliste de Ben dire, oui. t'es au Pacini de Repentigny, en train... Puis le gars, il m'a offert un... Il dit, qu'est-ce que vous voulez pour boire, M. McSween? Je dis, je te prendrais un bourbon sour, ami. Je sais pas pourquoi. C'est ça qui est arrivé. OK, excellent. La vie continue, Mhm. donc maintenant, tu as des projets Ouais. et puis ça grenouille. On commence à t'entendre même à Radio-Canada. Tu as parlé d'un bouquin, mais peut-être que tu vas parler d'autres choses aussi. Ah, mais là, Radio-Canada, ils m'ont juste invité pour parler de mon livre, là. C'est Timing is Everything. Je sortais un livre, fait que là, je t'ai invité, fait que je peux y Ouais. aller. Fait que j'y vais. Mais je te dirais que en général, le téléphone sonne beaucoup, mais là, j'ai pas eu le temps d'amortir encore le choc de décider ce que je vais faire. Mhm. Moi, je veux continuer à faire de la vulgarisation, mais je veux exploser mes possibilités. Ouais. Et donc, là, il faut que je me questionne. Là, tu sais, je sors un livre, fait que parfait, j'en parle, mais j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire. Et c'est drôle, hein? Tu es dans le domaine, tu sais. J'ai le luxe d'avoir le temps de réfléchir. Ça, c'est incroyable. Mais je l'ai construit. Mhm. Tu sais, on va faire une blague, mais j'ai 44 ans et 11 mois. Je vais avoir 45 ans au début, à la rentrée radiophonique. Et j'ai écrit un livre, Liberté 45, et il y a un chapitre à un moment donné où je dis, avoir 45 ans, c'est pas prendre sa retraite, c'est d'avoir le pouvoir de dire non, de changer de carrière, de se réorienter, de prendre des décisions. Tu as écrit J'ai le prochain écrit. chapitre. J'ai écrit le chapitre sans le savoir. Donc, c'est bien parce que je peux l'appliquer. Mhm. Je pourrais prendre 6 mois à arrêter de travailler puis dire qu'est-ce que je fais. Mais pour l'instant, mon prochain 6 mois ou 3 mois ou 2 mois, ça va être d'écouter des gens, puis d'écouter comment ils voient ça, puis qu'est-ce que je peux leur offrir, puis qu'est-ce Ouais. qu'ils peuvent m'offrir. Puis... Mais j'ai un ami qui m'a appelé à matin, c'est drôle, qui dit, tu sais, Pierre-Yves, le fumier, ça pue, mais il pousse les plus belles choses là-dedans. Donc, il dit, des fois, il arrive quelque chose dans ta vie que ça fait du fumier, mais que les projets poussent et se nourrissent de ça. Donc, je me sens comme dans un bon âge pour faire un changement de quelque chose. Effectivement, le fermier, il ne voit pas de la même façon le tas. Il Non. dit c'est de l'engrais. Exact. Et puis, parlant de jeunes pousses, Oui. on a le livre ici, Crois-le ou non, Oui. l'argent, crois-le ou non. Encore une fois, Paul-Antoine Jeté, partenaire Oui. CPA depuis Oui. nombreuses années, avec La facture amoureuse. Il Exact. était ton comparse, c'est Mhm. ça. Et puis là, en regardant le visuel, l'argent, crois-le ou non, évidemment, on trouve ça un peu enfantin, mais Ça l'est. c'est voulu. Ben, c'est un livre pour les 8-12 ans. Puis souvent, je pense qu'on fait une erreur comme adulte d'oublier que tout s'apprend tranquillement. Alors, je vais comparer ça à d'autres domaines. On ne devient pas médecin spécialiste à 4 ans. Puis les gens me disent, à quel âge vous commencez à parler d'argent? Ben, je dis, à quel âge vous commencez à parler de biologie à vos enfants, d'anatomie, de corps humain, de cuisine? Tu sais, mes enfants, je ne leur demande pas de me faire un bœuf stroganoff, mais je leur demande quand même de faire cuire des pâtes. C'est un peu la même chose. On se dit, comment parler à un jeune de 8 à 12 ans d'un sujet aride, mais pour le rendre curieux? Donc, pour ceux qui connaissent le Crois-le ou non, je vous comparais ça un peu au National Geographic, qui est la série Incroyable mais vrai. Ouais. Donc, on intéresse les enfants à des sujets par ce qu'on appelle des fun facts, c'est-à-dire des
des choses surprenantes, tout en insérant de vraies données. Mais c'est bon aussi pour les adultes, ça. C'est bon parce que vous allez voir, ce qui est incroyable là-dedans, c'est que le but, c'est que l'enfant s'intéresse au sujet puis qu'il parle aux adultes. Je vous donne un bon exemple. Je ne vais pas aller faire un chapitre sur les 4 P du marketing à un enfant de 8 ans. Mais je vais lui faire un chapitre sur un jus d'orange. Puis là, c'est quoi le rapport? Mais je l'ai vécu avec mes fils, puis c'est pour ça que je l'ai mis dans le livre. OK. Mes fils ne comprenaient pas la distinction entre acheter du jus à l'épicerie, au restaurant, au café du coin ou, par exemple, dans un parc d'attractions. Et donc, pour eux, papa, achète-moi un jus d'orange. Pas de problème, mais là, on est au café. Là, vous êtes 2 enfants. Puis on s'en va à l'épicerie dans 2 minutes. Tu sais, on peut-tu attendre à l'épicerie? Pourquoi? Parce qu'on va avoir un paquet de 24 pour le prix de 2-3 jus ici. Ça va être le même jus, la même marque, le même contenant, mais le mix marketing est différent. Donc, on dit à l'enfant, dépendant où tu achètes, c'est pas la même offre de service. Et le moment aussi, si tu attends ou pas. Exact. Ou si, par exemple, au restaurant, tu as quelqu'un qui te sert. Tandis que quand tu vas à l'épicerie, c'est toi qui te sers. Il y a du volume à l'épicerie, au restaurant, il y a une ambiance, il y a moins de volume. Donc, on explique ça. On explique pourquoi Desjardins n'est pas une banque. Et on explique pourquoi, par exemple, l'argent de 1 cent a disparu. La scène, la pièce de 1 cent a disparu. Pourquoi? C'est à cause de l'inflation. On explique c'est quoi l'inflation, mais pas en lui expliquant en disant, pour l'inflation, tu sais que l'indice des prix à la consommation. Ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, l'argent de ton grand-père valait plus cher que le tien pour le même montant. La voiture, c'est un bon exemple. Tu sais, mes enfants, je me souviens d'un jour, ils me disaient, papa, pourquoi ta voiture est moins belle que celle de maman? Ils m'avaient vraiment demandé ça. Je dis, c'est plus le cas, là. Non, là, c'est plus le cas. Puis là, je leur ai dit, mais c'est pas compliqué. Maman, elle a loué pour acheter une voiture neuve. Papa, il y a une voiture usagée payée. Et il avait dit, OK, mais louer, c'est-tu grave? Non. Louer, c'est une forme de financement. C'est un choix. Oui, mais là, tu as des enfants de 8 ans. Là, tu vas un peu loin, mais ce qui est le fun, c'est que les enfants, même les ados, voient les actifs des gens comme la représentation de leur richesse, mais leurs actifs visuels. Par exemple, on me dit, eux sont riches, ils ont une maison. Je dis, OK, mais encore, elle est payée à combien de pourcents? Donc, on explique là-dedans l'hypothèque, on explique l'impôt, on explique l'intérêt. Mais il y a plein d'outils un peu ludiques. On explique, par exemple, qu'une île au Québec coûte pas cher, mais une île aux îles Caïmans, c'est autre chose. On explique que ton linge n'est pas cher parce qu'il est importé d'un pays où le coût de la vie est moins cher et où il y a moins de contrôle. Alors, ça va très loin quand même pour les enfants. Tous les concepts sont là, mais il y a beaucoup d'affaires très ludiques. Comme par exemple, même moi, en le faisant, j'ai appris des choses pour les enfants de 8 à 12 ans. Exemple, l'histoire de la pièce de 25 cents, c'est-à-dire le poids a changé beaucoup avec les années. Les matériaux ont changé. Il y a une période où l'alliage principal, il y avait de l'argent. Il y avait du nickel. Après ça, on s'est dit, on va mettre de l'acier. Donc, ça, c'est un exemple. Ou l'autre exemple que j'ai aimé, c'est de dire, OK, 4,30 sous pour une pièce, ça vient de où? Moi, quand j'étais petit, c'est, mes grands-parents, ils disent un 30 sous. Mais c'est basé sur la conversion de l'époque où c'était la France et le Québec, la conversion. Donc, même avant ça, c'est intéressant de comprendre l'historique de ça, parce que nous-mêmes, comme adultes, on apprend. Donc, le but de ça, c'est pas que les parents parlent d'argent avec leurs enfants, c'est que leurs enfants s'intéressent au monde dans lequel ils vivent et questionnent leurs parents. Okay. Puis il y a des parents qui vont être challengés, parce que ton enfant va arriver et va dire, notre maison, es-tu payée? Ouais. Combien tu gagnes? Pourquoi tu n'as pas ça des REER, toi? On peut parler de REER parce que c'est trop... Tu sais, un enfant de 8 ans... tu vas pas là? Non, on n'a pas besoin d'aller là parce qu'on parle d'épargne. Okay. C'est suffisant. Comme je te donne un exemple qui a inspiré un chapitre du livre. TPS, TVQ. Ça en a bien niaiseux. Mais si vous avez des jeunes enfants, il y a beaucoup de modes d'acheter des cartes cadeaux, c'est-à-dire pour acheter des jeux vidéo en ligne. Là, ton enfant arrive avec une carte cadeau de 15 $. Puis là, ils voient un jeu à 14,99 $. Je peux me le payer. Je peux me le payer. Puis là, il embarque. Puis là, ça ne fonctionne pas. Il dit, papa, il est marqué 14,99 $, puis ça ne fonctionne pas. Mais je dis, il te manque de l'argent. C'est comment ça? Ben, les taxes. Ben, les taxes, c'est toi qui payes ça, c'est pas moi. Non, c'est 15 $, taxes incluses, le cadeau que tu as eu. Ouais. Donc, c'est 13 que. Donc, tu peux pas. C'est en déficit. 13,99 $, ça va être plus que 15 $. Donc, c'est le fun pour ça. Moi, je suis vraiment heureux. Pour vrai, c'est plaisant de toucher un public qui est complètement différent. Complètement différent. Puis c'est un autre genre. C'est très illustré. Oui. Alors, donc, le public cible, c'est l'enfant. À partir de quel âge? 8 ans. Parce qu'avant ça, je te dirais 7-8 ans. Avant ça, c'est trop. Même faut pas oublier, là. Oubliez pas qu'il faut savoir lire. Puis il faut vouloir lire un peu plus que 2 phrases de Luc va à l'école avec son chien Fido. Comme moi, je faisais quand j'étais petit. Donc, ça. Après ça, c'est sûr que même les parents vont le feuilleter. Moi, j'ai des amis qui l'ont feuilleté à la plage puis disaient ça se lit très rapidement pour un adulte. Et donc, il y a ça qui est plaisant aussi. Tu peux avoir des discussions avec tes enfants. Fait que la prochaine fois que ton enfant te demande
$50 pour aller chez Sephora s'acheter du maquillage, ton Ouais, adolescent. ouais. Tu te dis, t'as-tu lu le chapitre sur l'impôt dans le livre? Là? Parce que papa, s'il t'achète 50$, ça veut dire Ça qu'il faut coûte que je cher. gagne 100$. Uh-huh. Donc, ça aussi, on l'explique. D'accord. Mais l'impôt, donc, en fait même partie. Oui, mais on l'explique avec du gazon. Disons qu'on dit, si tu vas tondre le gazon chez ta grand-mère, puis qu'elle te donne 20$, Ouais. puis qu'elle dit, je vais retenir l'impôt, puis je vais te remettre, je sais pas, moi, 14. Pourquoi? Oh. C'est parce qu'elle remet l'argent au gouvernement pour payer les services publics. Uh-huh. Mais les adolescents là, qui travaillent dans des épiceries, là, puis qui commencent à avoir un premier emploi, la première fois qu'ils voient la ligne impôt, là, Mhm. si tu savais la frustration que ça leur crée, ben, je leur dis tout le temps, fais-toi-en pas si tu as payé de l'impôt puis tu as gagné un salaire très faible, ça va être remboursé à la fin de l'année. OK. Mais de comprendre que leurs parents doivent gagner 30, 40, 50 200 de la somme pour gagner le même train de vie, ça les émerveille un peu d'une façon Ouais, ouais. négative. Je te donne l'exemple de mon fils. Je dis, si tu veux quelque chose à 500 papa, il faut qu'il ait gagné en revenu marginal plus de 500 supplémentaires pour payer la charge. Mhm. Donc, l'impôt influence le coût des objets pour les adultes. Et ça D'accord. ça les émerveille. Ah oui, ça émerveille. Ben, merveille, ça les surprend. Oui. Moi, l'affaire de l'auto, tu vas rire, tu sais. Lui est riche, il a une telle voiture. Je dis, garde, ces voitures-là sont à 80% endettées. Mhm. Ça veut dire que les gens qui se le payent, c'est souvent dans un Inc, puis là, c'est amorti. Puis là, ils me disent, voyons, père, c'est quoi tout ça? Tu sais, un bon exemple Ouais. que j'ai donné à des adolescents, c'est le téléphone cellulaire. Quand il y a des enfants qui vont voir leurs parents puis qui disent, je veux un téléphone cellulaire, le dernier iPhone. Là, tu leur dis, hey, tu sais que ça coûte cher. Hein? Eh oui, quasiment. Ah, mais il y en a dans ma classe qui l'ont. Oui, mais est-ce que leurs parents sont entrepreneurs? Puis il dit, pourquoi tu dis ça? Mais c'est parce que souvent, Il y a la des- compagnie. ben oui, ils fraudent, puis ils disent que c'est pour la compagnie, puis ils payent le téléphone à leur fils ou leur fille. Et là, c'est injuste. Tu vas demander à une mère de 3 enfants ou un père de 3 enfants de payer 3 iPhone 15 à leurs enfants, pendant Mhm. que tu as un entrepreneur en construction de l'autre bord que lui, en plus, c'est déduit dans la compagnie, puis il se fait rembourser TPS TVQ, tandis que l'autre est salarié. Donc, je trouve que les enfants doivent comprendre le monde dans lequel ils vivent le plus vite possible sans les rendre anxieux. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment un jeu. Tu sais, dites-vous, Picsou, là, moi, quand j'étais petit, j'ai appris l'inflation grâce à Picsou. Oui, avec Donald puis ses neveux, là. C'était DuckTales. Puis, où j'avais vu ça, c'était fou. À un moment donné, l'argent était imprimé dans un Il y des avait épisodes. sa piscine avec les pièces d'or C'est qui ça. sautaient dedans. Puis, dans un des épisodes, on expliquait que si tout le monde imprimait de l'argent, ça prendrait de plus en plus d'argent. Donc, ça expliquait l'inflation. Oui. C'est la première fois qu'on m'avait expliqué l'inflation, mais avec un dessin animé. Vous souvenez-vous de La Vie? C'était un dessin animé où on expliquait les cellules et tout ça. Il y avait une Il espèce était de une fois la barbu vie. blanc, là, C'est ça. une grande barbe, Bon. puis ça se projetait même très loin dans le futur, là, mais ça partait. Mais il y la avait la préhistorie. vie. Ouais, mais il y avait la vie, il y avait l'histoire, il y avait Ouais, plusieurs ouais. thèmes. Oui, Mais c'était ludique. Mais on nous expliquait l'histoire avec Ah oui, il y avait un fondement scientifique C'était vraiment le fun. sérieux. Là. Oh oui. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a rien qui est faux dans le livre, mais c'est sûr qu'il n'y a rien qui est détaillé. Je vais te donner un exemple. Là. Tu sais, je prends une page au hasard. Hop! La maison de tes parents est-elle payée? Là, c'est quand même challengeant. Mais tu sais, on explique que dans le fond, il y a une portion d'intérêt, les taux hypothécaires. On dit dans le fond, tes parents ont probablement 100 000 sur 500 000 de mise de fonds ou un 20 Ouais, le reste appartient à bord. Après ça, tu sais, on arrive ici. Toucher un bitcoin est impossible. Parce que là, eux autres, ils voient des bitcoins sur les réseaux sociaux. Oui, Ils oui. disent, papa, t'en as pas, toi, de ça? Mais je dis, même si j'en achète un, il va être virtuel. Tu sais, on fait des associations entre les devises et Mhm. les pays. Donc, il y en a des faciles comme, je sais pas moi, le franc suisse, on se doute dans quel pays. Mais tu sais, l'Ariari, je l'ai appris moi aussi. Donc, c'est le genre d'affaires qu'on fait là-dedans. C'est très bien. En fait, ça doit susciter la curiosité. Puis c'est mon prochain sujet, Oui. Pierre-Yves, parce que à entendre tes multiples chroniques au fil des ans, Mhm. on a vu que tu touches une multitude de sujets. Et quels sont justement tes objets de curiosité? Qu'est-ce qui t'intéresse, mais que tu n'as pas parlé? Tu parles dans un monde en général? Oui. Moi, j'aime Ouais. beaucoup la musique. Tu sais, je La t'avoue- musique? Ah oui, moi, je t'avoue que j'ai un éveil musical très jeune parce que on avait un shack quand j'étais petit. Mes parents, on déménageait dans un chalet 2 saisons. Pourquoi je l'appelle 2 saisons? Parce que dès qu'il y avait de la pluie, l'eau rentrait l'hiver. Mais c'était vraiment un paradis. Je suis retourné récemment, puis il y a un chalet ça a été rasé, puis il y a un beau chalet qui a été bâti, une maison. Mais on n'avait pas de télévision. Donc, moi, de 0 à 5 ans, il n'y avait pas de télévision dans la maison l'été. Tout ce qu'on avait, c'était des cassettes puis des vinyles, Mhm. puis des crayons en coloris. Donc, c'est quand même drôle quand on y pense aujourd'hui, mais je n'ai pas été exposé à la télévision vraiment l'été de ma vie avant l'école. OK.
Et donc, ça m'a amené à écouter beaucoup de musique, à développer mon oreille, à écouter des vieux vinyles Mhm. et d'avoir des références musicales qui n'ont aucun rapport avec mon âge. OK, c'est quoi des références des années 60-70? Ben écoute, moi, je suis dans 79, puis à 5 ans, ma mère, elle me faisait écouter Nuit et brouillard de Jean Ferrat, où ça parlait de l'Holocauste. Tu sais, on s'entend, là. Tu sais, Ouais. on est ailleurs, là. Donc, elle mettait donc, je connais les Vigneault, les Leclerc, je connais Jacques Brel. Ah je oui, connaissais- beaucoup de musique francophone. francophone française, parce que mes OK. parents sont de cette époque-là où, au Québec, oublie pas, là, il y a une époque au Québec où on écoutait de la musique, soit traduite de l'anglais ou de la France, mais que nos chanteurs, Vrai. Comme avant les Ferlin, les baronnets, c'était des traductions des Beatles. là. les gants blancs, les anciens Offenbach, c'était des traductions Ouais. aussi. Donc, tu sais, fun, c'était fume au C'était Québec. de la Donc, tu sais, fumée. bon, donc, dans le fond, au total, c'est que j'ai été exposé beaucoup à ça et jusqu'en 1990, bon, j'aimais la musique, mais en 91, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à écouter les radios beaucoup, puis à enregistrer avec les tapes cassettes chez moi, toutes les chansons, puis me faire des palmarès. Et donc, les gens ne savent peut-être pas, mais j'ai dépensé dans ma vie énormément d'argent en musique. Si j'avais mis tout En l'argent... instrument ou en enregistrement? Ah, tout. Un peu d'instruments, mais surtout des CD, là, puis des cassettes. Des CD, là, j'ai dû m'en aller dans ma vie en posséder 2000. Mhm. Donc, on va jaser, là. Ouais. Prends les 2000 CD, puis mets-les entre 10 et 20 $ chaque. Mets ça dans le S&P 500. Moi-même, je ris de moi, mais j'ai tellement... Tu sais, je ne renie pas cette période-là, mais je passais ma paye là-dedans. Ça va faire rire les gens, mais j'ai acheté beaucoup de musique. Puis là, qu'est-ce que tu écoutes, je sais pas, régulièrement? dans ta voiture, régulièrement. en déplacement? Ben là, j'étais un petit peu nostalgique. J'ai aussi... Puis là, je vais te faire rire. là. J'ai des listes. Moi, j'ai une liste de changements de vie. Tu sais. J'ai des chansons qui m'inspirent des changements de moments de vie. Et chaque fois que j'ai eu un changement de moment de vie professionnel ou autre, j'écoute certaines chansons. Mhm. Et donc, je vais te donner un exemple. J'écoute Salisbury Hill. Salisbury Hill, Ouais, c'est un Peter peu... Gabriel. Peter Gabriel, c'est sa chanson où il quittait Quand- Genesis. C'est ça. Et qui expliquait qu'il fallait qu'il vole de ses propres ailes et tout ça. Et cette chanson-là, j'adore la guitare. Donc, je ne sais pas pourquoi ça, là, de ce temps-ci, ça joue dans mon auto. Ouais, mais c'est un beat hors de l'ordinaire, là, hors du temps. Là. Il n'est pas timé. Non. L'accord de guitare est comme Pas challengeant. 2-4, là. Non, non. Non, mais peut-être le beat de base, mais l'espèce d'harmonie musicale est incroyable. Puis, je vais écouter des chansons vraiment. Écoute, il y a tellement que mon gars, cet été, il a fait que je fasse une intervention. Parce que il y a des chansons qui parlent de la fin de la vie, tu sais. Et à un moment donné, mon gars, il a comme réalisé cette année qu'un jour, je serais plus là. Hey, ça m'a. ouais. Puis là, je t'en parle. Ça a été 2-3 grosses journées où il a Ça t'a fallu. shaké? Ben, je savais, il connaissait la mort, il savait tout ça. Mhm. Mais là, c'est comme s'il y avait eu, mon plus jeune, il y avait eu un reality check. Il dit un jour, Pat, tu seras plus là. Je dis, ouais, mais tu vas avoir le temps de t'y faire. Puis j'ai dit, garde, quand j'avais ton âge, ma mère m'avait dit, fais-toi-en pas, tu vas avoir le temps de t'habituer à l'idée. Hey, c'est quand même bizarre de dire à un enfant, tu sais, de Ouais. 5 à 10 ans, bon, là, tu vas mourir un jour, mais c'est dans loin, loin, loin. Puis fais-toi-en pas, tu vas avoir le temps de faire le deuil de ta propre vie, parce que c'est un peu ça qu'on fait. Et donc, là, je dis, hey, ton grand-papa est encore en vie, puis il va bien, ouais. Ouais. Ton papa est encore en vie, puis là, il y a toi. Mhm. Donc, moi, imagine, mon papa est encore en vie, puis tu me trouves-tu vieux? Il dit, oui, donc imagine. J'ai dit, tout va bien, là. Tu sais, profite de ton grand-papa, puis de ton papa, puis mets ces souvenirs-là dans ta tête, puis on va toujours être là quelque part, même si on n'existe plus physiquement dans ta tête, on va être encore là. Mais, fait que là, j'ai changé un peu ma trame musicale. Ouais, vas-y, entendre Vie ta vie de Michel Fugain. Vis ta vie au vivre en amour tous les jours. C'est quelque chose d'un peu plus joyeux. Changes de Bowie. Ah oui? Ben, pourquoi pas? Oui, ça évoque plein de changements. Là. Mm. Puis avec les changements, ben, on va terminer, Pierre-Yves, avec justement, tu as parlé beaucoup dans tes chroniques de l'autonomie financière. Ouais. Puis là, tu te retrouves personnellement, peut-être avec une vision plus étroite de l'avenir, à partir du moment où, pendant des années, tu as un gagne-pain qui rentre régulièrement, et puis là, il y en a moins. Il y a une fraction. Moi-même, qui est personnellement. retirée. Ouais. Écoute, je vais te dire une chose. Je suis CPA, donc j'ai toujours bien géré mes affaires. Puis 2, disons que je sors pas d'un deal perdant. Et donc, ce que je pourrais te dire, c'est qu'il y a comme un alignement des astres qui fait qu'il y a tellement de revenus qui vont rentrer quand même vers d'autres contrats qui sont déjà... Parce que moi, écoute, il y a des opportunités qui sont présentées après. Puis j'ai dit oui. Fait que, tu sais, dans le fond, ce qui est comme... Ça, je te dirais que Mhm. mon train de vie ne changera pas avant l'année prochaine si je fais rien puis je reste chez nous. OK.
Alors, c'est pas un enjeu, mais l'affaire qui est intéressante maintenant, c'est au lieu de me dédier à un seul employeur, à une diversification de portefeuille, Mhm. là, j'ai l'occasion de partir from scratch. C'est-à-dire que j'ai mon émission à Télé-Québec que j'adore, j'ai des conférences que je fais, je vais faire 2 petits projets ailleurs, j'ai un autre projet de... J'ai un projet dont je peux pas te parler, mais j'ai un caméo dans quelque chose, puis c'est très Mm. drôle. Et donc, tout ça fait en sorte que là, je continue à travailler. C'est juste qu'au lieu de faire 60 heures par semaine, je vais être à 20, 25. Et sais-tu quoi, mon plus beau projet des prochains mois, c'est de réparer les affaires dans mes blocs et dans ma maison Ah que j'ai oui? pas le temps. Donc, tu sais, OK. ça fait 7 ans que mon Du miroir bricole? est brisé. Ça fait 7 ans que mon miroir est brisé dans ma chambre de bain. Mm. Il c'est peut-être temps que j'en pose un autre. Peut-être. Tu sais, des petites affaires de même où je vais rebricoler, puis je vais me délester de matériel. Je suis vraiment en période de... Ouais. Je vais prendre du repos. Je me suis jamais payé ce luxe-là OK. de ne pas travailler. Puis là, je dis ça, dans 2 semaines. Je sais ce qui va arriver. Là, le téléphone sonne, je vais prendre Ouais. des cafés, on va m'offrir 1000 affaires, puis je vais repartir sur mon beat, pas de bon sens, mais ça va être par choix. Le balado Le Planif termine toujours avec la question du beau-frère. C'est une OK. question du champ gauche parce que le beau-frère, c'est pas toujours un expert, mais il donne des conseils qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui suivent le beau-frère, mais c'est une trappe. Ils vont avoir un problème. OK? Puis son beau-frère-là, il est virtuel ou il existe pour vrai? Ben, c'est le beau-frère de tous et chacun. On a OK. tous connu un beau-frère comme ça. Et puis, on va écouter la question du beau-frère. C'est bon, les dettes. C'est bon d'avoir une hypothèque. C'est bon de remplir ses cartes. Ça nous met de la pression pour pouvoir s'enrichir. Il faut avoir des dettes très tôt dans la vie. Le beau-frère, c'est son conseil. Bien, tu vas probablement être d'accord avec moi, c'est qu'une bonne dette est une bonne dette, mais il y a 2 choses. Moi, si tu t'endettes pour investir, il n'y a pas de problème. Comme présentement, là, je Ouais. vais te le dire, mon endettement dépasse largement le $1 million. Là, tu me regardes et tu te dis, il y a bien des gens qui ne se doutent pas que j'ai un endettement supérieur à $1 million. Mais mes actifs dépassent aussi $1 million, tu comprends? Et donc, ce que je dis, c'est, est-ce que cet effet de levier-là t'empêche de dormir, t'empêche de vivre? Là, c'est certain que présentement, je me dis, si ton endettement est là et présent, est-ce que tu peux vendre des actifs pour l'annuler? Mhm. Donc, Ça, moi, c'est 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 bien logique. Moi, c'est toujours ça que je me dis, dans le fond, c'est que si tu es obligé de payer la dette, est-ce que l'actif existe encore? Donc, moi, je suis très endetté, entre guillemets, au niveau dollar parce que Ouais. je joue à l'effet de levier. Donc, je suis pour l'argument du beau-frère. Mais pas pour m'acheter un bateau, pas pour m'acheter même une maison, oui, parce qu'il faut vivre quelque Ou part. flasher. Ou flasher, mais, tu sais, exemple, moi, je fantasme plus sur une maison de très grande valeur, bien placée, avec une tercelle devant, qu'avec un shack avec un pick-up à 150 000. Donc, moi, l'endettement, il faut que je puisse m'en débarrasser. Donc, présentement, j'ai de l'endettement lié à de l'immobilier, puis lié à des choix d'investissement. OK. Puis là, je me dis, est-ce que je peux tout liquider? Oui. Est-ce que je suis encore millionnaire? La Oui. définition d'une bonne dette. Oui, en fait, puis après ça, il y a des choix personnels aussi, c'est que si tu t'endettes de façon très, très temporaire pour mettre la main sur un bonheur qui est très important pour toi et que tu sais que cet endettement-là va être annulé dans 3 mois parce que telle rentrée d'argent qui arrive, Mhm. des fois, c'est circonstanciel. Je Ouais. te donne un exemple. Tu as une opportunité de faire vivre une expérience à tes enfants cet été. Puis la rentrée d'argent est en septembre. Ben, tu es en train de t'endetter pour une mauvaise affaire, mais c'est court terme. Mhm. Donc, moi, en fait, tout ce que je dis tout le temps, c'est est-ce que ton effet de levier est positif ou négatif à long terme? Est-ce que c'est par dividende, par vente à gain ou par bonheur temporel qui ne se représentera plus? Mhm. Mais oui, il faut s'endetter, mais tu sais, le problème, c'est que des fois, les charges qui sont liées à l'endettement sont fortes. Puis tu nous as parlé souvent entre l'immobilier et le placement ou les fonds de l'immobilier. C'est qu'il est faux de dire que l'immobilier est un placement passif. Moi, je trouve, même si le fisc, des fois, le dit que c'est un placement passif, c'est un placement actif qui demande du temps, de l'énergie et des paiements. Et si les gens ne te paient pas, il faut que tu payes. Donc, est-ce que tu as la capacité de l'endettement au niveau du stress, au niveau de ta personnalité? Parce que le Pierre-Yves d'il y a 20 ans ne serait pas aussi à l'aise avec la dette actuelle que le Pierre-Yves actuellement. Puis là, je viens de perdre mon emploi. Mais je me dis tout le temps, si tu vends des actifs puis tu es correct, on peut oublier l'endettement, c'est pas grave. Mais ce qui est le pire pour tous les Québécois, c'est d'avoir une dette qui ne génère pas de revenus Ouais. ou qui ne génère pas de gains ou que tu ne peux pas revendre l'actif. Donc, un bateau, par définition, pour moi, Mhm. c'est épouvantable. Ouais. Puis je vais donner l'exemple de mon ami, mon co-auteur, et puis on va peut-être me trouver taquin d'y en parler, mais Jeté. Paul-Antoine Jeté. Ouais. Lui et ses voisins, ils ont acheté un bateau, OK, Ensemble. ensemble. Mais un bateau, là, ça leur a coûté moins de 6 000 à 3 familles. Ils font du ski nautique, ils font de la tripe,
Le bateau a 20 ans, ben oui, puis c'est un petit bateau. Mhm. Un moteur de 110 forces, mais tu sais quoi? On est sur le lac, là. Puis là, il me fait faire de la trip et du ski nautique. On a le même plaisir que les voisins, mais c'est payé avec du change. Oui. Et il a raison, il dit quoi? Je fais 10-12 fois du bateau dans l'été, mon ami aussi, puis l'autre aussi. Pourquoi on aurait chacun notre bateau, chacun notre quai? Puis c'est pas moderne de penser de même parce que c'est tellement rationnel que les gens y pensent pas. Tout le monde veut son bateau, son pick-up, Ses son affaires. trailer. Alors voilà, tu sais, le bateau est un bon exemple de bon choix, je trouve, à ce niveau-là. Merci beaucoup Merci de à ta toi. présence, Pierre-Yves, et Ah puis bon succès avec tous tes projets. On suit ça et certains, on va dire aux gens, un bon coup de pouce à ses enfants dans la vie, Oui. c'est certainement la connaissance des mécanismes qui entourent l'argent. Crois-le ou non, ça va bien aller.